bonjour tout le monde. On se retrouve ce soir pour une nouvelle conférence, après celle de la semaine passée, qui a été animée par l'ingénieur Abdelhamid, sur le thème de principes de classification en machine learning. Certainement, bien sûr, parmi vous, il y avait certains qui étaient ici avec nous, d'autres pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous joindre la dernière fois, il y a toujours la possibilité de regarder la conférence sur YouTube, notre page YouTube. Elle a été enregistrée pour cela. Donc, juste pour vous le dire, aujourd'hui, nous avons une autre conférence sur le thème de techniques avancées et traitement de données, en traitement de données, qui est animée par un grand professeur, un grand spécialiste du domaine. Vraiment, c'est difficile de parler de son professeur, de l'introduire, mais quand même, comme nous avons une communauté qui nous écoute et qui ne sont pas des étudiants de l'école supérieure polytechnique, je dois un peu introduire le professeur. Donc, je vais essayer de donner une courte introduction. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Dr Abou Dieng. C'est un enseignant-chercheur à l'université de Créteil et celle de Toulon, un statisticien économiste et un data scientist. C'est un spécialiste du domaine. Et en plus de cela, ce qui marque sa différence de nos autres invités, c'est c'est le salaire en Mauritanie. Donc, il connaît les obstacles que rencontrent les data scientists et les spécialistes du domaine. Et il remarque l'évolution du domaine en Mauritanie. Donc, il va nous parler aujourd'hui des techniques avancées, comme je l'ai dit, des techniques avancées en traitement de données. Donc, s'il est prêt, professeur, si vous êtes prêt, on peut commencer. Oui. Ok, donc j'ai deux écrans. Je vais juste éteindre cet écran-là. D'accord. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, on s'attend. Très bien. Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde. Ça dépend de là où vous êtes. Et merci aussi pour l'invitation. Et merci pour la présentation. Donc, comme il a bien dit, je vais partager mon écran, comme ça vous allez voir tout en même temps. Et en préparant je ne sais pas si c'est un séminaire ou c'est une conférence ou c'est une formation. En tout cas, moi, j'essaie de ratisser large et que j'essaie de faire le maximum possible pour partager un tout petit peu ce que j'ai comme connaissance avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bien visible. C'est très bien. Alors, donc, comme il a dit, je suis statisticien économiste, enseignant à l'École supérieure polytechnique. Donc, à peu près 10 ans d'expérience dans le domaine de la data. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les techniques avancées. Bon, comme ce n'était pas trop clair dans ma tête, d'un coup, c'était technique avancée, dans notre coup, c'était technique de traitement. Donc, au début, je faisais un peu de la recherche sur les traitements, bon, même si j'ai fait des cours sur ça. Donc, étant donné qu'il s'agit tout simplement d'une formation ou bien d'une conférence pour quelques minutes ou bien quelques heures, donc condenser tout ça, ou bien même compresser, comme nous appelons en tant que data scientist, c'est tout à fait difficile. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, donc je vais parler des techniques avancées, mais on va beaucoup s'attarder sur les traitements, parce que c'est quand même la partie, disons, la plus importante pour un data scientist ou bien pour un statisticien. Faire un modèle, on va dire, ça prend quelques minutes. Mais avant de faire un modèle, il y a tout un processus qui est derrière. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je vais vous faire une petite introduction rapide avant de vous annoncer le plan. Et il va falloir d'abord commencer par le contexte. Pourquoi, entre autres, on veut travailler sur l'analyse de données, on veut connaître ce qui est derrière l'analyse de données. Donc, on va parler des contextes et de l'importance de l'analyse de données. Aujourd'hui, le monde que nous vivons actuellement, au XXIe siècle, il y a ce qu'on appelle une explosion des données. Parce que depuis, disons, plus de 10 ans, avec les réseaux sociaux, avec
les smartphones que vous avez entre vos mains sûrement. Peut-être que vous êtes en train d'utiliser ça même pour regarder cette conférence. Et du coup, les avancées numériques entraînent une génération massive. Ça veut dire qu'entraînent l'arrivée de ce qu'on appelle des big data dans notre jargon. Et du coup, ces données, leurs sources sont essentiellement des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou même Snapchat ou Twitter, et qui contribuent à tout ce qui est croissance, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les objets connectés. Vous avez comme ordinateur ou un outil comme le téléphone et tout ça. C'est à partir de ces objets-là qu'on a essentiellement beaucoup de données. Mais ces données-là, comment les utiliser? Comment faire en telle sorte que ces données, pour les faire parler? D'où le besoin de comprendre ce qui est derrière ces données. Donc, et quand on parle de l'explosion des données, une fois qu'on a les données, mais comment en fait on va utiliser ces données-là? Il va falloir essayer de comprendre ce qui est derrière ces données. Alors, pour les comprendre, il faut les analyser. Donc, l'analyse de données aide à comprendre les tendances. Ça veut dire les tendances, par exemple, pour quelqu'un qui est un Facebooker ou je ne sais pas, un YouTuber, il a besoin de savoir quelles sont les personnes qui sont en train de le suivre et pour essayer peut-être de changer son contenu. Donc, analyser la tendance et peut-être changer le contenu par rapport à la génération qui est en train de se regarder. Est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des vieux, est-ce que c'est des gens qui sont intéressés par telle chose? C'est très, très important aussi de comprendre ce qui est derrière. Une fois qu'on analyse ces données, on essaie de comprendre les tendances, on fait ce qu'on appelle des prédictions. Ça veut dire que prochainement, moi, je vais faire une vidéo sur telle chose parce que c'est telle population qui est beaucoup plus intéressée à mes vidéos par rapport à d'autres. Donc, en partant de là, donc, on a ce qu'on appelle un avantage. Un avantage au niveau de la concurrence. Par exemple, si vous connaissez l'analyse de données, vous savez qu'est-ce qui est derrière ça. Si vous êtes un YouTuber, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes, je ne sais pas, un éducateur ou autre, donc vous connaissez déjà, vous avez un outil qui vous permet d'être placé sur le marché par rapport aux autres, parce que vous connaissez déjà le besoin de votre client. Vous savez qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est dans ce sens, en fait, qu'on essaie d'analyser, essayer d'avancer les choses pour essayer de gagner un peu de longueur par rapport à d'autres. Alors, maintenant, à partir de ce plan-là, et plutôt de ce contexte, de cette importance de l'analyse de données, je vous propose un petit plan qui vous dans le monde de data scientist. Mais avant de rentrer dans ce plan-là, c'est important de ce séminaire, en sortant de cette petite conférence, et qu'est-ce que normalement vous devez. Normalement, une fois qu'on finit ça dans quelques heures, vous devez savoir au moins comment explorer les techniques de l'analyse de données. Ça veut dire comment examiner les avancées de la technique de l'analyse de données, comprendre certaines applications, parce que je vais vous présenter un tout petit peu les différents algorithmes que vous allez utiliser selon le domaine, et ensuite renforcer les capacités. Parce que ça, c'est sous forme de renforcement de capacités. Sûrement, il y a certains parmi vous qui connaissent déjà l'analyse de données, qui ont peut-être quelques notions très, très brèves. Et du coup, c'est un bon moment aussi pour renforcer les compétences. Et une fois aussi que ce point est fini, il y a un autre point qui est très, très important, c'est faciliter tout ce qui est partage de connaissances. Moi, comme je vous ai dit, ça fait presque 10 ans que je suis dans la data. Donc, et normalement, à partir de là, donc, je fais ce partage-là avec vous, et d'autres personnes vont faire le partage avec d'autres personnes. Et ça aussi, c'est le réseautage, c'est très, très, très important. Donc, à la fin de ce séminaire, normalement ces 4 points-là doivent être assimilés. Alors, le plan, pour faire vite. Alors, donc ce plan-là, en fait, si vous regardez le plan, je parle essentiellement des fondamentaux de l'analyse de données. Si vous êtes en train de faire de l'analyse de données, vous êtes data scientist, vous êtes statisticien, vous êtes, je ne sais pas, un amateur ou quelqu'un qui veut juste faire une étude, on va dire que le plan, il est là. La conférence même peut s'arrêter entre ces différents points. Je peux passer des heures et des heures à parler que de ce diapo, parce que ça résume quasiment tout ce qu'on va voir par la suite. Mais sans trop rentrer dans quelques petits détails, parce que si je rentre dans les détails, c'est comme si je vais me répéter après. Donc, on a parlé de tout à l'heure, je vais juste brancher mon ordinateur. Excusez-moi.
Très bien. J'espère que vous m'entendez. Oui, bien, on vous entend. C'est quoi cette histoire-là? Très bien. Alors, donc, je disais tout à l'heure, il y a eu l'arrivée des données massives comme les données big data. Ces données, en fait, sont collectées à partir de l'Internet directement. Même si quand vous cliquez, par exemple, sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone, vous mettez, par exemple, un like, un partage ou quelque chose, c'est des données que vous êtes en train de générer sans le savoir. Il y aura d'autres personnes qui vont utiliser ces données-là pour faire leur algorithme, pour optimiser leur vente, leurs achats et quelque chose comme ça. Mais il y a une autre façon maintenant de récupérer les données. Donc, c'est le processus, disons, le processus normal. Donc, le premier point qu'on voit souvent en tant que statisticien ou data scientist, c'est collecter les données. Mais comment collecter les données? Est-ce qu'on va venir tout simplement trouver les gens et dire, voilà, moi, je veux vous interroger sur certaines choses et ensuite, je vais collecter des informations parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles, certaines personnes ne veulent pas répondre. Et du coup, la collecte de données, d'abord, il faut définir la problématique, les objectifs de données que tu veux. Est-ce que c'est des données socio-économiques? Est-ce que c'est la démographie? Est-ce que c'est des données sur la population, etc., etc. Donc, définir la problématique. Est-ce que ce que tu veux collecter comme données? Et ensuite, une fois que tu as la compréhension de la problématique, ensuite, il va concevoir ce qu'on appelle les outils. Les outils, ce sont les questionnaires. Les questionnaires, dans ces questionnaires-là, on a deux types de questionnaires. Soit un questionnaire qualitatif ou questionnaire quantitatif. Quand on dit qualitatif, il faut faire la différence entre la variable qualitative et le questionnaire ou outil qualitatif. Ce n'est pas la même chose. Quand on parle de la variable qualitative, c'est la variable statistique qui est une variable binaire ou dichotomique ou autre, qui est ordinale ou nominale. Mais quand on parle de questionnaire qualitatif, c'est un questionnaire qui est administré à des parties prenantes. C'est un récit de vie, quelqu'un qui te raconte sa vie. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre d'analyser tes données par la suite. Donc, ce n'est pas l'objet du sujet, mais c'est important quand même de faire cette différence. Une fois que déjà vous avez vos questionnaires qui sont bien conçus sur certains logiciels, hein, sûrement que vous connaissez, comme Collect ou ODK, ou Tangerine, voire même Sphinx, qui sont des très, très bons logiciels qui sont utilisés pour collecte de données. Et il va falloir maintenant former les gens qui vont aller récupérer ces données. Et ensuite, une fois qu'ils passent sur le terrain, ils récupèrent les données et vous allez les exploiter. Mais avant de rentrer dans tout ça, parce qu'il faut que les données soient de la bonne qualité. Parce qu'en général, les données qu'on ramène du terrain, c'est des données que j'appelle des données non potables. C'est des données qui ne sont pas tout propres. Il va falloir trouver un moyen de les préparer. Ce qu'on appelle, ça vient au deuxième point, donc la data prep. Donc, on va préparer nos données. Pour préparer nos données, on a plusieurs points qu'on va détailler par la suite. Donc, il faut analyser les duplicates, donc les doublons, analyser les missing values, analyser les valeurs aberrantes et aussi créer de nouvelles variables à partir de données existantes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais revenir sur ça. Et le troisième point, c'est explorer, parce qu'il va falloir quand même explorer vos données, savoir qu'est-ce qui est dedans, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui va, est-ce que les statistiques vont dans tous les sens ou bien ça suit une tendance. Donc ça aussi, il y a plusieurs techniques. On peut faire des graphiques, on peut utiliser les tests statistiques, on peut utiliser aussi, je ne sais pas, les tendances centrales, la moyenne, la médiane ou l'écart type. Bon, je sais que parmi les gens qui sont connectés, tout le monde n'est pas peut-être statisticien, ne connaît pas tout le jargon, mais je vais faire le maximum possible pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, et ensuite, il y a une autre façon de faire aussi, quand on a plusieurs types de variables qui sont connectées ou interconnectées, on peut utiliser d'autres techniques d'exploration comme ACP, ACF ou ACM, etc., etc. Mais une fois qu'on a cette exploration, on a préparé nos données, on a exploré, on a sélectionné un certain nombre de variables, c'est là où on va commencer à faire la modélisation. C'est là où on commence à faire ce qu'on appelle l'analyse de données de façon, disons, prédictive, parce que dans l'analyse de données, entre autres, il y a ce qu'on appelle l'analyse de données
statique ou bien statistique descriptive, et l'analyse de données prédictive. Donc, le modèle, il est descriptif, il peut être descriptif en même temps prédictif, comme par exemple les modèles de LDA ou bien AFD. Une fois qu'on fait ces 3 points, bien sûr, il va falloir sélectionner les variables, choisir le modèle qu'on va choisir, qu'on va mettre en place. Et là, on a plusieurs modèles, des modèles supervisés ou non supervisés. On va entraîner selon le modèle qu'on va utiliser. Et par la suite, on va évaluer pour savoir est-ce qu'on performe bien ou bien on ne performe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer ou bien est-ce qu'il faut rester comme ça? Une fois qu'on a un bon résultat ou un mauvais résultat, tout dépendra de ce qu'on a comme résultat. On va commencer à interpréter nos résultats. Donc là, analyser les coefficients pour savoir ce que c'est positif, négatif, etc., pour comparer aussi à la réalité des métiers. Parce que là, votre problème que vous avez rencontré un client qui a un grand souci, qui veut résoudre un problème qui a fait appel à votre compétence, il va falloir que vous analysez ces choses-là et vous retournez voir le client. Donc, d'où la présentation et la communication. Donc, vous allez voir dans ma présentation, c'est essentiellement du visuel, ça veut dire des graphiques. Donc, le conseil que je donne ici, quand vous êtes en train de faire votre travail, c'est important de faire beaucoup plus de visuel. Donc, ne pas faire beaucoup de texte, peut-être au niveau de l'introduction, en parler un tout petit peu, ou bien de la conclusion. Mais le reste du contenu, c'est important de faire de la vise. Donc, c'est pour cela ici, je dis que c'est l'utilisation de visualisation, donc et faire aussi le résumé de tout le travail pour être convaincant, comme on dit souvent en français, une image vaut 1000 mots. Et du coup, quand on a une image, un graphique qui essaye d'illustrer quelque chose que vous pouvez faire en plusieurs phrases, donc c'est très, très important d'utiliser la vise. Donc, une fois que maintenant on a en tête tout ce qui est le plan de notre travail, je vois bien que ça va prendre du temps, ce qu'on va faire par la suite. Et je vous présente, pour certains qui connaissent bien ce schéma, parce que je l'ai présenté plusieurs fois aux étudiants. Et ça, on va dire que c'est tout ce qu'on va voir tout à l'heure ici, ou bien les machine learning de façon très, très générale, ça se résume à ce schéma-là. Donc, life cycle. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Ça veut dire que vous êtes en train d'étudier quelque chose. Qu'est-ce que vous étudiez? C'est n'importe quel domaine. Si c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les finances, etc. Il va falloir que vous compreniez ce que vous êtes en train d'étudier. Donc, fixer les objectifs, mettre des questions de recherche. Donc, ça, c'est le premier point qui est très, très important. Une fois que vous partez voir le client, il va vous dire qu'il a un problème et vous lui posez plusieurs questions. Quand il vous pose plusieurs questions, vous notez toutes ces questions-là et ensuite, il va vous remettre une base de données. La base de données qu'il vous donne souvent, c'est une base de données qui n'est pas du tout propre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pour cela ici, j'ai des marteaux et l'enclume pour essayer de bricoler un peu, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire bricoler? Et ensuite, je vais faire juste ce qu'on appelle du data cleaning. Donc, je vais essayer de nettoyer. Si quelque chose est sale, il faut le nettoyer. Donc, pour le nettoyer, on a plusieurs méthodes. Donc, les méthodes de préparation de données que je vais vous présenter par la suite, ça vous permet de rendre votre base de données propre avant de faire les prédictions. Parce que si vous faites des prédictions avec une base de données qui n'est pas du tout propre, vous aurez des résultats. Mais ces résultats-là, est-ce que c'est des résultats fiables? Je ne pense pas, parce qu'il y aura un grand biais. Il y aura un très grand biais. Mais pour résoudre ce problème-là, il va falloir passer à toutes les étapes. Régler les duplicates, régler les missing values, régler le problème de outlier, etc., jusqu'à arriver à la modélisation. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, en faisant quelques explorations, parce que pour, par exemple, détecter tout ce qui est outlier, on utilise les box plots, c'est important. Et une fois qu'on finit tout ce travail-là, bien sûr, il va falloir, peut-être à partir de là, si on regarde votre base de données, c'est vrai qu'il y a peut-être 2000 variables, mais vous pensez que c'est pertinent peut-être de créer des nouvelles variables à partir des variables existantes, ce qu'on appelle du feature engineering. Une fois que vous finissez les 4 étapes qui sont les plus longues, à partir de là, c'est là où vous commencez à créer votre modèle. Le reste là, ça vient tout seul parce que c'est une ligne de code qui est très, très facile. En moins de 5 minutes, vous avez votre résultat. Alors que pour le nettoyage de données, ça prend beaucoup de temps. Alors maintenant, comment préparer ces données? Je l'ai parlé de tout à l'heure de traitement des doublons. En fait, souvent, on a
au niveau des enquêtes, un enquêteur qui va sur le terrain, qui va enquêter la même personne 2 fois. Ou bien même quand on va récupérer la base de données, on la duplique 2 fois, mais le nom de la variable n'est pas la même. Par exemple, on va dire âge P ou bien âge X. Donc, l'entête est différent, mais les lignes, le contenu des lignes reste le même. Et ces 2 variables, si vous les utilisez dans le même modèle, c'est que ces 2 variables jouent quasiment le même rôle. C'est un problème de collinéarité, donc il y aura un biais au niveau de la prédiction du résultat. Donc, il y a un code Python qui est facile, qui va parcourir toute la base de données et avec une boucle for ou bien même boucle while qui va faire en telle sorte de détecter toutes les lignes similaires et ensuite, ils vous disent, voilà, il y a tel nombre de doublons. Moi, par exemple, j'utilisais une base de données sur l'éducation. J'avais 72 variables qui étaient doublons. J'étais obligé de les récupérer et de les supprimer parce qu'une variable qui double, ça veut dire que c'est exactement la même variable. Je n'ai pas besoin de ça pour faire mon analyse. Donc, une fois que j'enlève mes doublons, ça veut dire que la quantité de ma base de données, elle est réduite. Donc, c'est encore très intéressant. Ça veut dire que j'ai avancé d'un pas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais régler ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. Donc, les outliers. Pour régler les outliers, il y a plein de techniques. Soit on utilise le boxplot, qui est très, très utilisé. On peut utiliser même les techniques de statistiques descriptives classiques, en faisant juste summarize sur Stata ou en mettant describe sur Python. Et du coup, là, vous avez vos résultats. Vous comparez le min, le max et la distribution de tendance. Ça veut dire la médiane égale quasiment à la moyenne et égale aussi au mode. Par contre, on peut avoir une distribution à gauche comme on peut avoir une distribution à droite. Il y a aussi d'autres façons de détecter les ailleurs qui est très, mais qui prend beaucoup de temps, en utilisant des algorithmes de machine learning non supervisés. Tels que autour du point central est considéré comme un outlier. Ça aussi, c'est un mode de voir les outliers parce qu'il y a de détecter les outliers, les écarter ou bien les garder. Maintenant, on verra les solutions qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut les garder ou bien il faut les supprimer totalement? S'il faut les supprimer, mais pourquoi on les supprime? S'il faut les garder et pourquoi on les garde? Une fois qu'on finit avec ce point-là, en fait, les outliers et les missing values, leurs traitements sont un peu similaires. La façon de les trouver, ce n'est pas la même chose, mais pour résoudre le problème, on va dire que c'est quasiment similaire parce que les outliers, c'est des valeurs aberrantes qui sortent complètement du lot. On peut prendre la moyenne pour les remplacer, on peut prendre les modèles de randomisation, imputation aléatoire pour remplacer, on peut prendre aussi d'autres trucs pour remplacer, sachant qu'on ne peut pas avoir quand même des outliers dans les variables qualitatives. Les missing values aussi, ça c'est un autre problème qui est très récurrent. Ce genre de problème, on le trouve souvent à deux niveaux. Le premier niveau qu'on a, c'est que l'information n'existe pas. L'information n'existe pas et vous n'avez pas l'information. Vous êtes parti sur le terrain, vous cherchez une information, vous ne le trouvez pas, donc vous laissez une case vide. Sinon, le deuxième problème qu'on a souvent, c'est que vous posez une question à quelqu'un, il ne veut pas vous répondre. Par exemple, vous êtes devant une personne, vous dites quel est votre âge. Bon, il ne veut pas dire son âge parce qu'il y a des gens qui sont à côté, il ne veut pas qu'ils entendent son âge, parce que c'est une vieille personne ou autre. Voilà, donc là, vous perdez une information. Maintenant, le pauvre data scientist qui est de l'autre côté de son écran, comment il va faire pour résoudre ce problème-là? Parce qu'il ne sait pas comment on a omis cette information qui est très, très importante. Donc, il faut trouver des techniques. Quelles sont les techniques qu'on peut trouver? On peut utiliser des techniques comme interpolation linéaire, imputation aléatoire. On peut utiliser d'autres techniques classiques qui sont très, très simples, de remplacer la moyenne, l'écart type, sachant que la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. Et du coup, la variable, disons la valeur la plus stable, c'est la médiane, on peut aussi par la médiane. Mais sauf que si on a plusieurs observations qui manquent,
il y a plusieurs observations. Remplacer par la moyenne, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que si on remplace par la moyenne, c'est remplacer une seule valeur, disons 10 000 fois, s'il y a 10 000 observations manquantes. Et du coup, ce n'est pas du tout pertinent. Il va falloir d'autres moyens qui sont beaucoup plus intéressants. On peut utiliser les techniques de l'ACP qui peuvent faire ce travail. Moi, j'utilise souvent les techniques de l'imputation aléatoire, qui est très, très puissant, qui fait un travail excellent et sans même dénaturer, entre autres, notre base de données à la base, en fait. C'est pour cela que je fais la comparaison toujours avant l'imputation et après l'imputation pour voir est-ce que ma moyenne ou mes écarts types ont changé de façon drastique ou bien c'est juste ça tourne toujours autour de la moyenne en général. Et en tout cas, jusque-là, je trouve toujours des résultats assez intéressants. Et donc ça concerne essentiellement, les deux points-là, ça concerne essentiellement des variables quantitatives. Quand on parle de variables quantitatives, c'est des variables mesurables. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les variables, elles peuvent être continues comme elles peuvent être discrètes. Maintenant, un autre problème aussi qu'on a souvent, c'est qu'on a des variables catégorielles. Les variables catégorielles, c'est des variables alphanumériques, souvent. Qu'est-ce que ça veut dire une variable alphanumérique? C'est une variable, disons, qui a les textes. Par exemple, quand on dit sexe, sexe féminin, sexe masculin. Donc, c'est un texte. Maintenant, si je veux utiliser cette variable, est-ce que je vais laisser comme ça, sachant que beaucoup de logiciels ne comprennent pas le texte? Il va falloir numériser cela. Ça veut dire rendre ça par chiffre. Donc, qu'est-ce que je fais souvent? Ou bien qu'est-ce qu'on fait? C'est essayer d'encoder, comme c'est écrit ici, encoder la variable. Mettre 1 pour sexe féminin, mettre 2 sexe masculin, par exemple. Mais sauf que si on a 1 sexe féminin, 2 sexe masculin, c'est qu'on aura un problème au niveau de l'interprétation. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut interpréter le garçon et quand est-ce qu'il faut interpréter la fille. C'est pour cela, ici, que c'est très important de savoir comment on gère ce genre de problème, en fait. On gère ce genre de problème, on fait encoder les variables, c'est qu'on prend souvent la référence, on supprime la référence, en fait. Ça veut dire qu'on va interpréter par rapport à quoi? Si, par exemple, j'ai sexe, 1 féminin, 0 masculin, c'est que ma référence, c'est masculin. Si je suis en train d'étudier, par exemple, la performance scolaire, ça veut dire la réussite scolaire des élèves, c'est que si le signe il est négatif, je suis en train de dire que les filles sont moins performantes que les garçons. Si le signe est positif, c'est que les filles sont plus performantes que les garçons. Mais parce que là, c'est parce que j'ai qu'une variable binaire, c'est très facile à faire. Maintenant, quand j'ai une variable politocomique, ça veut dire qu'il y a plusieurs modalités. Par exemple, la scolarité des parents. On va dire le parent n'a jamais fait de l'éducation, n'a jamais étudié. Il a un niveau primaire, un autre a un niveau secondaire, un autre a un niveau tertiaire, ça veut dire universitaire, un autre a fait une formation professionnelle, l'autre il a fait les mahadras. Là, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs modalités. On a 5 modalités. Mais sauf que moi, si j'ai les 5 modalités, comment je vais pouvoir interpréter? Si je garde les 5 modalités, je mets 1 par dédication, je mets 1 par dédication, 2, je ne sais pas, primaire, 3, secondaire, etc., etc. J'ai 5 modalités. Mais là, si je laisse ma variable telle qu'elle est, c'est comme si que j'ai une variable quantitative. Donc, c'est pour cela, c'est très important de dispatcher. Dispatcher, ça veut dire que chaque modalité sera considérée comme une variable, sachant que je dois supprimer, comme je l'ai fait avec le sexe tout à l'heure, la première modalité qui sera la modalité de référence. Par exemple, si je supprime la modalité dont les parents n'ont pas fait l'éducation, c'est que n'ont pas fait les études, c'est qu'à chaque fois quand j'interprète une modalité, je vais avoir 1 pour les parents qui ont fait que l'école primaire, 0 sinon. Donc, on s'en fout que ce soit secondaire, que ce soit non-school. Et du coup, là, je suis en train d'interpréter par rapport à la variable de référence, etc., etc. Donc la catégorisation aussi, elle est très, très, très importante pour la préparation des données.
Et souvent aussi, on a un autre, je vais faire un peu vite, hein, d'autres problèmes qu'on peut rencontrer dans nos variables explicatives quantitatives dans ce cas de figure. Bon, ça peut être aussi non quantitative, hein, parce que je vais aussi vous détailler les différentes matrices qu'on va utiliser. C'est essayer de voir, parce qu'on a deux types de variables. On a les variables explicatives, on a les variables expliquées, ou bien la variable expliquée. C'est que si les variables explicatives sont fortement corrélées, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour savoir ça, il va falloir faire une détection de corrélation pour voir est-ce qu'il y a une corrélation ou pas. S'il y a une corrélation, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut supprimer toutes les variables qui sont corrélées et garder une seule variable, ou bien il faut utiliser d'autres techniques? On a plusieurs techniques qu'on peut faire. Supprimer, c'est le dernier recours, comme j'ai l'habitude de dire. Soit utiliser les réductions dimensionnelles qu'on va voir par la suite de façon très résumée, donc comme ACP ou LDA, qui est très intéressant. On peut utiliser aussi d'autres techniques comme les techniques de régularisation, la méthode de Lasso ou bien la méthode de Ridge ou Elastic Model, qui est très, très intéressant pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais une fois qu'on fait tout ce traitement, voilà, on est très fatigué, on croit qu'on a fini, mais ce n'est pas encore. Parce qu'il y a une partie aussi très, très importante que je disais tout à l'heure. On peut regarder notre base de données qui a 10 000 variables, mais disons les 1900 ne sont pas du tout pertinentes. Et vous avez dans votre tête d'autres variables qui peuvent être pertinentes, qui peuvent être faites à partir des variables existantes. Donc, vous faites ce qu'on appelle du feature engineering. Ça veut dire que vous créez vos propres données à partir de données existantes. Donc, je donne un exemple très, très simple. Quand on a des variables quantitatives, on peut les transformer en variables qualitatives. Quand on a des variables avec plusieurs modalités, on peut réduire les modalités. Toujours, on est en train de faire une création. On peut aussi rendre une variable qui était une variable linéaire normale, faire au carré. Par exemple, quand on regarde la théorie de Kuznets, pour ceux qui connaissent un peu les théories économiques de l'environnement, et quand on prend l'âge est sous forme V, V inversé. Non, oui, c'est V inversé ou I inversé. Parce que l'homme en termes de production, il est très fort, il est très puissant. Mais à partir de 50 ans, il y a un déclin. Donc, c'est comme une dérivée, disons, primaire. Et ensuite, une fois qu'on arrive au seuil, il atteint le maximum et ensuite, il y a le déclin. Donc, dérivée secondaire, comme dans la microéconomie. Donc, ça aussi, on peut utiliser cette méthodologie quand on est, bien sûr, dans l'environnement ou autre pour créer cette variable. Ça, c'est tout ce qui est data prep. Donc, vous voyez, c'est un seul diapo, mais il y a beaucoup d'informations dedans. Maintenant, comment explorer? Donc là, je vais faire vite parce que j'ai mis beaucoup de graphiques et là, j'ai commencé vraiment à beaucoup parler, mais je vais faire vite. Alors, pour explorer nos données, on a besoin de plein de choses qui sont très intéressantes. On peut faire aussi plein de choses avec des logiciels aujourd'hui, qu'on a beaucoup de logiciels qui sont gratuits sur Internet, comme Python, R et compagnie, Geoda, pour ceux qui connaissent un peu. Donc là, on peut faire des diagrammes en bâton. On peut faire des box plots ici, comme vous avez vu là, le box plot, comme j'ai parlé de ça tout à l'heure. On peut voir aussi la densité, pour voir la densité non seulement de la population, mais pour voir aussi comment est repartie notre variable. Est-ce que ça tourne autour de la moyenne, de la médiane et du mode, s'il y en a? Est-ce que la distribution, elle est symétrique ou asymétrique? On peut utiliser le XBin, qui est très, très intéressant. En fait, XBin, la particularité qu'il a, c'est que quand on a l'habitude d'utiliser les niages de points, c'est que quand ça devient très, très encombrant, ils permettent de mieux visualiser la distribution des données parce qu'ils permettent d'avoir beaucoup plus de tendance. Parce que quand vous voyez là, c'est très, très concentré, c'est qu'on a plusieurs observations qui sont superposées dedans. Donc, la corrélation, elle est assez intéressante. La relation, elle est très, très forte. Donc, vous voyez qu'ici, cette XBin qui remplace, entre autres, ce qu'on a l'habitude de faire là, le niage de points, il est très, très intéressant d'être utilisé parce qu'il résume tout simplement ce que le niage de points n'arrive pas à faire parce que ça va rentrer dans l'information. Sachant que ici, ce n'est pas vraiment un histogramme. J'ai juste noté ici, parce que histogramme, on a dit que c'est pour les variables continues, variables quantitatives continues, parce qu'il va falloir que les intervalles soient bien collés. Et quand il y a des barres séparées,
c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton ou bien diagramme en barre. On peut utiliser aussi d'autres techniques, hein, comme les pailles que vous connaissez très très bien, ou bien les pivots pour voir les extrémités, comment ils sont. Est-ce que c'est concentré en bas ou bien c'est concentré en haut? On peut voir d'autres techniques d'analyse de données, mais dans les séries temporelles cette fois-ci, c'est très très intéressant parce que c'est des données aussi qui sont très très connues, surtout des données macroéconomiques ou bien des données de haute dimension, comme les données de finance, hein, comme Wall Street ou Nasdaq ou 444. On peut aussi voir des données sur le PIB et compagnie. Donc, série temporelle, ici, c'est très, très intéressant en utilisant aussi des modèles que vous connaissez, ARMA, LSTM et compagnie. On peut faire aussi des barres qui sont dégradées, qui sont très, très intéressants aussi quand on a plusieurs modalités qui sont superposées. Voilà, donc ça, je pense que c'est le dernier concernant tout ce qui est data exploration. Et là, on revient encore sur la matrice. Mais cette matrice ici, ça concerne seulement la matrice de corrélation pour les variables quantitatives. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'on a avec Python, parce qu'il y a quelques années, c'est tout à fait difficile de faire un graphique 3D. Aujourd'hui, on peut faire 2D, 3D, voire même plus, et qui nous donnent des choses qui sont assez très intéressantes, avec même des figures avec interaction. Si vous utilisez aussi Power BI, qui est très, très intéressant, qui vous fait des choses très, très jolies. Et là aussi, le donut, c'est comme le pie là, il fait exactement la même chose, sauf que lui, il n'a pas le milieu là. Et ensuite, on peut aussi voir la superficie des plots pour voir ce qu'il y a à l'intérieur en termes de concentration. Variable, mais ça s'arrête à 4, en tout cas à ma connaissance. Maintenant, la matrice qu'on a vue ici, là, je vais revenir sur les matrices pour vous dire qu'il n'y a pas une seule matrice, même si on utilise essentiellement que la matrice de Pearson, parce qu'on a souvent des données linéaires, même si elles ne sont pas vraiment linéaires, hein, parce que c'est tout à fait difficile de trouver une vraie donnée linéaire. Mais étant donné qu'on fait beaucoup de bricolage, on essaie de faire le maximum possible pour linéariser des données en utilisant un standard scaler, en utilisant le ln ou même la racine carrée, hein, il permet aussi de linéariser. Alors, donc, les différentes matrices qu'on a, de corrélation ou de dépendance, parce que c'est tout à fait différent, et de faire vraiment attention à cette différence qui est très, très importante. Donc, les différents types. Parce que l'autre là, ça peut rentrer dans les deux autres. Alors, le plus connu, c'est la matrice de Pearson. Pearson, c'est tout simplement la matrice de corrélation qui est utilisée quasiment tous les jours. C'est essayer de voir la relation entre deux variables quantitatives. Entre deux variables quantitatives. Écoute, dans ce cas de figure, quand on a ça, on essaie de voir juste est-ce que la relation elle est positive, est-ce qu'elle est négative ou bien il n'y a pas de relation. Quand c'est comme ça, là, on voit que la relation est positive. Mais on peut avoir un truc comme ça, qui est une relation négative. Mais quand c'est une ligne comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Ça veut dire que la corrélation est égale à 0. Sachant que la corrélation, c'est entre moins 1 et 1. On peut aussi avoir une autre matrice qui est très, très intéressante, qui est utilisée beaucoup quand on calcule les scores. Les scores qui est beaucoup plus compliqué que la matrice de Pearson, mais qui fait un tout petit peu comme la matrice de Pearson. Mais lui, il est vraiment cadré, parce que quand on calcule les scores, comme les scores d'efficience, pour essayer de voir l'efficience d'une école par rapport à une autre école, donc en général, c'est très, très cadré. Imaginons, on veut utiliser la frontière d'efficience, qui sont très utilisés, les modèles de LTA ou DEA ou FDH. Et là, on a 3 niveaux. On a la frontière, donc une école est efficiente quand elle est sur la frontière. Elle peut être aussi hyper efficiente comme elle peut être inefficiente. Étant donné que c'est cadré soit à plus infini ou bien à moins l'infini, et du coup là, ce n'est pas forcément comme les variables quantitatives connues. Les variables quantitatives que nous connaissons en général, il n'y a pas de limite en fait, que ça soit à gauche, que ça soit à droite.
alors que Pearson, quand on l'utilise souvent, on l'utilise dans le cas des scores. Mais il y a Kendall qui est intéressant encore. Mais Kendall, quand on utilise dans les variables qualitatives, mais ordinales. Ordinal, un ensemble, on prend deux ensembles de variables ordinales. Vous voyez ici, on essaie de voir comment ça évolue ensemble. C'est pour cela, c'est par ordre. C'est une variable qualitative, les variables qualitatives plutôt, mais ordinales. Et biserial point binary, et là, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une corrélation de deux variables binaires. De deux variables binaires, comme on le voit bien ici, quand le p-value égale 0,0 ici, on voit bien que ça veut dire que c'est très, très significatif. On voit aussi le coefficient de corrélation qui est égal à 0,87. Ça montre bien que la relation entre les deux variables binaires, elle est très intéressante. La dernière matrice, qui est Cramer-V, ça, il joue quasiment le même rôle que Pearson, mais pour les variables catégorielles. Ce qu'on appelle aussi une matrice de dépendance. C'est comme la matrice de Kide, en fait. La matrice de Kide, qui est matrice de dépendance, il essaie de voir la relation entre deux variables qualitatives. Et c'est comme celui-là, en fait. Mais là, on peut voir la relation entre plusieurs variables, mais dans une grande matrice. Donc, pour la matrice de Cramer. Donc, ça, je tenais à revenir sur ça, c'est très, très important. Alors, donc là, on a presque fini les parties, disons, descriptives. Maintenant, on va rentrer dans la partie prédictive, data modeling. Comment faire la modélisation maintenant? Sachant que quand on fait de la modélisation, il va falloir qu'on pense à machine learning. Qu'est-ce que c'est que machine learning? Machine learning, bon, c'est tout simplement apprendre une machine à partir des données. Maintenant, est-ce que cette machine learning est supervisée ou non supervisée? Sachant qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a semi-supervisé, il y a ce qu'on appelle reinforcement learning, donc les modèles le modèle renforcé. Souvent, c'est des modèles de deep learning qui sont très, très intéressants dans les réseaux de neurones. Donc, nous, on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là parce que ça va être un peu compliqué. Alors, donc, on va parler des modèles de machine learning non supervisés et les modèles de machine learning supervisés. C'est très simple la différence. Les modèles de machine learning supervisés, ce sont des modèles qui ont un label. Qu'est-ce que ça veut dire un label? Ça veut dire une partie des résultats est connue. Quand vous avez y égale ax plus b, c'est que le résultat, c'est le y. Mais maintenant, votre question, c'est quoi? C'est comprendre qu'est-ce qui cause le y. Si le y, c'est l'éducation, hein, comme j'ai l'habitude de dire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation, c'est pour cela que je donne des exemples sur l'éducation. Donc, si les scores de l'élève y, les scores de l'élève, c'est le y, ça veut dire que vous connaissez déjà vos résultats. Moi, en tant que data scientist, je viens dans une classe, on me donne une base de données et je regarde tout simplement la liste des élèves et je vois les notes des élèves. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi Mohamed a plus de performance par rapport à, je ne sais pas, à Sidi, pourquoi Wilfried est beaucoup plus fort qu'Abdul, etc., etc. J'essaie de comprendre. Je vois vos notes, mais il y a des informations qui me manquent. Il va falloir, j'essaie d'analyser cela. Est-ce que c'est parce que c'est une fille? Est-ce que c'est parce que c'est un garçon? Est-ce que c'est parce qu'il habite dans un quartier IP où il est à l'aise, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien du tout? Ou est-ce qu'il habite très, 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 très loin, il est obligé de prendre des transports en commun, il prend beaucoup d'heures pour arriver à sa destination? Est-ce que Donc là, je me pose des questions en fait. Je me pose des questions, j'ai des résultats devant moi et je veux savoir qu'est-ce qui cause, donc ce qu'on appelle les facteurs déterminants. D'où la partie, ce qu'on appelle supervisée. C'est le résultat qui nous supervise, entre autres, qui nous guide, mais on veut comprendre qu'est-ce qui est derrière ce résultat. Alors, dans ce cas de figure, on a deux types de machine learning supervisé. Soit on est dans la classification, soit on est dans la régression. Quand on est dans la régression, c'est que notre variable expliquée, c'est une variable quantitative, comme le résultat scolaire d'un élève, comme le nombre d'enfants dans une classe. Non, dans une maison, quelque chose comme ça. Maintenant, quand il s'agit de la classification, et là, c'est une variable binaire ou une variable même polytomique, hein, ça peut être plusieurs modalités, et là, ça dépend aussi des modalités, des techniques qu'on va utiliser, mais on ne peut pas utiliser
logistique simple. Là, on a plusieurs modèles. On peut avoir des modèles linéaires dans le cas de régression. On peut utiliser les supports vector machine. On peut utiliser les modèles de random forest qui sont des modèles d'ensemble. Et dans le cas de classification, on peut utiliser des gradient boosting, des boosting, des AdaBoost, des XGBoost, etc., etc. Plus aussi là, le modèle de base qui est le modèle de régression. Dans un autre cas où il y a machine learning non supervisé, c'est qu'on n'a pas de label. C'est que l'autre objectif, ce n'est pas d'étudier quelque chose en fonction de quelque chose pour trouver un résultat qui est connu. Le résultat n'est pas connu. C'est nous qui cherchons même le résultat. Je donne deux exemples qui sont très, très simples. Dans les machine learning, je dis supervisé, on a la régression et la classification. Mais ici, dans les modèles de machine learning non supervisé aussi, on a deux. On a ce qu'on appelle du clustering et la réduction dimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une réduction dimensionnelle? C'est que vous avez, par exemple, plusieurs variables qui sont fortement corrélées, que vous ne pouvez pas utiliser dans la même modélisation, ou bien dans le même modèle. Il va falloir vous trouver un moyen de réduire ces variables-là en quelques variables ou bien en quelques dimensions, ce qu'on appelle une réduction dimensionnelle. Vous avez une image qui est très, très, très grande, vous voulez envoyer ça à quelqu'un, vous n'arrivez pas à l'envoyer, vous le compressez. Quand vous compressez, vous êtes en train de faire du machine learning non supervisé. Vous êtes en train de compresser, de réduire la dimension. Certes, vous allez perdre la qualité initiale de votre image, ce qui est normal d'ailleurs. C'est quand vous faites une réduction dimensionnelle de plusieurs variables, vous avez 50 variables, vous êtes retrouvé avec deux dimensions qui vont représenter les 50 variables. Ils vont les représenter à 90%, à 80%, à 95%, mais pas à 100%. C'est que vous avez réduit la dimension pour faciliter l'exploitation de l'objet, soit une variable structurée, avec des données structurées, ou bien une variable avec des données non structurées, comme des images, les textes, les vidéos, etc., etc. Donc, dans ce cas de figure encore, nous avons les réductions dimensionnelles, comme je viens de dire, en utilisant ACP, ACM et compagnie. Et nous avons aussi des modèles de clustering, comme le cas moyen, pour voir la concentration des individus dans un espace bien déterminé. Je vais donner des exemples par la suite. Vous avez des modèles hiérarchiques pour voir la catégorisation des groupes. Et vous avez aussi des modèles DB-scan pour voir la concentration des individus dans un espace. Et là, parmi les modèles de machine learning supervisés, on a des méthodes qui sont très, très puissants, ce qu'on appelle les méthodes d'ensemble, qui sont vraiment géniales, qui nous permettent de résoudre certains problèmes qui sont vraiment très difficiles. Parce que les modèles classiques, parfois, vous n'arrivez pas à avoir une performance assez intéressante. Donc, soit vous utilisez les bagging ou bien les boosting. Les bagging, ce sont les méthodes d'ensemble. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez votre série qui est là, plein de données. Vous allez prendre à partir de ces données-là, vous prenez des données ici, vous les entraînez, vous prenez des données, vous entraînez, vous prenez des données, vous entraînez, et ensuite, vous sommez les différents entraînements, vous cherchez la moyenne en utilisant le voting soft ou le voting hard pour essayer de voir quel est le meilleur modèle. Sinon, vous allez les agréger. Par exemple, si vous faites le premier modèle, vous allez trouver la performance est de 70 ou de 75%. Le deuxième est de 70 ou 75%. Le troisième est de 70 ou de 75%. Sauf qu'à chaque fois, quand vous faites le modèle, les erreurs que vous avez de prédiction ne sont pas les mêmes erreurs. Quand vous sommez les différentes lignes, c'est que vous allez passer de 75 à 90, par exemple. C'est que votre modèle a bien tourné. Maintenant, pour le boosting, c'est quasiment pareil, mais au lieu à chaque fois d'entraîner et remettre ça le paquet, et ici, on fait les entraînements par série. Alors, donc les différents algorithmes qu'on a de façon très rapide, hein, je disais que les algorithmes qu'on a, ce qu'il faut retenir le chemin, vous avez machine learning supervisé, machine learning non supervisé, dans supervisé, classification et régression, dans non supervisé, réduction dimensionnelle et clustering. Maintenant, pour le machine learning supervisé, on a ce qu'on appelle les modèles linéaires, simples, hein, et les modèles non linéaires de régression. Dans les modèles aussi de classification, on a ceux qui sont linéaires et ceux qui sont non linéaires.
même si la linéarité dans la classification est assez bizarre, mais quand même, on appelle ça des modèles linéaires. Alors, les modèles linéaires de régression, qui sont très, très connus, c'est le modèle de régression linéaire que vous connaissez, peut-être vous utilisez tous les jours. Et il y a des modèles qui sont très, très puissants, qui régulent ou bien qui nous permettent de résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre avec les modèles de régression classiques. On utilise les modèles de Lasso ou de Elastic Model qui essayent tout simplement de résoudre le problème qu'on n'arrive pas à avoir ici. Comment ça se passe en fait? Lasso, qui est très drastique, bon, je vais commencer par Ridge. Ridge, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce qu'on appelle dans Ridge un régulateur qui est noté lambda. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt le modèle à chaque fois quand il y a une corrélation forte entre les variables. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'équilibrer entre la variance et le biais. Parce que le problème souvent qu'on a dans les modèles de régression simple ou même de régression logistique, c'est un problème de collinéarité, c'est un problème de overfitting ou d'underfitting. Quand le modèle overfit, maintenant, comment résoudre le problème? Le modèle de Ridge essaye de réguler avec le lambda pour faire en telle sorte que les coefficients soient beaucoup plus petits, pour faire en telle sorte qu'aussi qu'on ne supprime pas toutes les variables explicatives qui sont corrélées entre elles. Mais par contre, Lasso, qu'est-ce qu'il fait? Toute variable qui est corrélée entre une autre variable quantitative, il les supprime complètement. Il les supprime, ça veut dire qu'il enlève les coefficients. Donc, c'est sa façon de réguler, en fait. Sinon, on a le Elastic Model qui est très puissant, qui est entre les deux, en fait. Sinon, on a aussi des modèles de supervecteur. On a supervecteur classification et supervecteur machine de régression. Ça, c'est des modèles linéaires. Maintenant, les modèles non linéaires, on en a plein, hein, le KNN, qui est très connu dans les modèles de l'économétrie spatiale, et c'est le modèle de K-Nearest Neighbor. C'est des modèles qui sont faits pour voir aussi tout ce qui est la localisation, que ce soit en termes de distance, que ce soit en termes de connectivité, comment on appelle ça encore, contiguïté ou de voisinage. C'est des modèles qui sont très, très puissants pour étudier, par exemple, si vous voulez étudier l'environnement par rapport à, par exemple, quelqu'un qui est à plusieurs kilomètres de l'hôpital ou bien qui est très proche de kilomètres de l'hôpital, ou bien il est quelque part dans le monde et il ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est important qu'il étudie son environnement pour savoir quel est l'hôpital le plus proche. Et ça, c'est très intéressant. On a les modèles de random forest qui sont un cas général de decision tree qui est l'arbre de décision, comment prendre une décision par exemple. Vous êtes au niveau de la banque, vous êtes au niveau, vous venez tout juste d'arriver, vous avez trouvé un travail et vous voulez construire ou bien je ne sais pas faire quelque chose, acheter une voiture. Vous partez à la banque pour demander un prêt. Maintenant, le banquier, avant de vous donner ce prêt-là, il va falloir qu'il vous pose 10 000 questions. Est-ce que vous travaillez? Où vous travaillez? Quelle est la garantie? Est-ce que vous avez une maison au cas où quand vous filez avec votre argent, etc., 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 avant de prendre une décision. Donc ici, on a ce qu'on appelle les nœuds, les leaf nœuds. On a aussi ce qu'on appelle les branches. On a aussi ce qu'on appelle les racines. Et aussi, on a d'autres modèles d'amis régresseurs qui sont aussi très, très intéressants, qui nous permettent de résoudre certains problèmes de non-linéarité. Alors, donc, pour les modèles linéaires de classification, le modèle le plus connu, c'est le modèle de régression logistique, hein, la type sigmoïde. Hein. Sigmoïde, vous avez ce forme S-là, type sigmoïde. Qu'est-ce qu'on a souvent ici? On a souvent ici une variable qui est la variable de prédiction. Par exemple, ici, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est le fait que la personne va acheter ou pas, selon l'âge qui est en bas. Donc ici, on a 0, ça veut dire la contre-modalité, ne pas acheter. 1, acheter. On voit bien qu'ici, les jeunes n'achètent pas beaucoup, mais il faut être âgé, je ne sais pas, de plusieurs années, même si je ne sais pas c'est combien, qu'est-ce qui est fait en bas là, pour pouvoir acheter, par exemple. Donc, c'est un modèle à l'œil nu quand on regarde comme ça. C'est un modèle, si vous le regardez, parce que les modèles linéaires qui sont connus, c'est que quand les deux variables évoluent ensemble. Et là, c'est un modèle linéaire, mais type classification. Les modèles linéaires qui ne sont pas non linéaires, qui de type classification, sont quasiment les mêmes modèles que
les modèles de régression. C'est exactement pareil. Parce que dans les modèles de régression, de machine learning plutôt, on a random forest type classification, random forest type régression. Decision tree type qualification, decision tree type classification. Donc, c'est quasiment les mêmes modèles. La grande différence se trouve entre la régression et la comment on appelle, la régression logistique. La régression linéaire simple et la régression logistique. Maintenant, les modèles qu'on a de machine learning non supervisé sont énormes. Ce qu'on appelait à l'époque, entre autres, analyse de données. Parce que quand on dit analyse de données, ce n'est rien d'autre. Je vous informe que l'analyse de données qu'on étudie à l'école, qu'on étudie à l'époque, ce n'est rien d'autre que machine learning non supervisé. Ce n'est rien d'autre que machine learning. Machine learning supervisé, ce n'est rien d'autre que l'économétrie. C'est tout simplement ça. Donc, il y a eu depuis 2012 des nouvelles appellations qui sont venues parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés maintenant des statistiques, en l'occurrence nos amis informaticiens, ce qui fait qu'il y a eu des changements en termes d'appellation. Donc, il y a eu supervisé et non supervisé. Mais vous, en tant que statisticien, si vous l'êtes bien sûr, supervisé, c'est l'économétrie qui a existé depuis 1700, si je ne me trompe pas, ou bien 1800. Et ensuite, l'analyse de données qui a existé aussi depuis 1955 ou bien avant. Je ne connais pas j'ai pas les dates en tête, mais ça veut dire que ça a existé. Mais sauf qu'il y a eu maintenant des choses qui sont nouvelles avec maintenant les technologies qui ont changé. Il y a eu les deep learning qui sont venus. Donc voilà, les appellations aussi ont changé. Donc c'est une évolution. Donc des Bayesian qui sont des algorithmes de concentration. Alors, quelle est la différence entre ces différents modèles? On a les modèles de décomposition que j'ai expliqué tout à l'heure, le PCA ou bien ACP en français, qui sont pour faire une réduction dimensionnelle, qui ont un problème de dimensionnalité, pour faire une réduction dimensionnelle. On a les modèles de ACM quand on a un problème de plusieurs variables, mais cette fois-ci qualitative. Ici, ce sont les variables quantitatives seulement. Ça veut dire qu'on réduit le nombre de variables en quelques dimensions pour pouvoir les exploiter après. Ici, c'est qualitatif seulement. Ça veut dire qu'on réduit le nombre de variables en quelques dimensions pour pouvoir les visualiser, pour pouvoir les exploiter par la suite. Monsieur, j'ai une question, si vous permettez. Oui, je ne sais pas le modérateur, est-ce qu'il permet ou pas. S'il vous plaît, nous allons ouvrir nous allons prendre des questions à la fin de la présentation. Veuillez noter votre question pour ne pas l'oublier. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je finis. Il reste 2 ou 3 diapos. Je finis ça rapidement. Alors, donc, je reviens juste sur ce que je disais. Donc, dans les ACP, variables quantitatives, dans MCA, donc ACM, variables qualitatives, on a les cas moyens qui sont très, très utilisés. Mais ce qui est intéressant avec cas moyen, en fait, je ne sais même pas si c'est intéressant ou pas, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du clustering. Mais on va faire les clusters de façon très aléatoire au début, parce qu'on ne connaît pas les centroïdes. Ce qui est très, très différent avec le modèle de LDA ou bien AFD, qui est connu sous le nom de AFD, qui sont prédictifs en même temps descriptifs, c'est que dans les AFD, ce n'est rien d'autre que ACP, mais avec une variable de plus. AFD, ce n'est rien d'autre que ACP avec une variable de classification. Ça veut dire qu'on a les groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3 ou groupe 5, je ne sais pas. Et ensuite, on va faire une réduction dimensionnelle et ensuite, on va affecter dans les groupes. Donc ici, ça c'est le LDA ou bien le AFD. Le cas moyen, c'est qu'on va faire du clustering, mais on ne connaît pas le nombre de clusters. C'est l'algorithme, on va prendre en premier lieu de façon très aléatoire, et ensuite l'algorithme va apprendre à partir de notre première itération, et ensuite il va essayer de faire la répartition des groupes. Et ensuite, on a le modèle de concentration qui est très, très, très puissant, mais qui prend beaucoup de temps pour tourner. Ça aussi, la différence entre DBSCAN et cas moyen, les deux, ils font du clustering, mais sauf que dans le DBSCAN, on n'a pas besoin tout simplement d'avoir les points de centroïde pour pouvoir détecter le nombre de clusters. Lui, il définit les clusters tout seul, mais
il va falloir lui fixer un certain nombre de règles dès le début, ce qu'on appelle le mean point. Les mean points ou bien le core point. Ça veut dire que le point qui lui dit, par exemple, quelle est la différence pour que l'algorithme, qu'il y ait un cluster, le mean point est 0,5 par défaut sur Python. Et du coup, il va essayer de calculer toujours la distance entre un point et un point. Plus les points sont proches, plus ils forment un cluster. Vous voyez ici, là, par exemple, tout ça, ça fait cluster parce qu'il va calculer entre celui-là et celui-là, entre celui-là et celui-là, entre celui-là et celui-là. Et ensuite, il fait un cluster. Donc, on voit bien qu'on a un très grand cluster, mais qui est, par exemple, l'individu qui est là et l'individu qui est de l'autre côté, ils sont très, très éloignés, mais ils sont dans le même cluster. Alors que ce n'est pas possible pour le cas moyen. On a encore d'autres modèles qui sont très puissants, hein, le modèle d'ascendance hiérarchique. Il fait un tout petit peu comme celui-là, mais il est encore beaucoup plus intéressant, en fait, à mon avis. Et bon, que les autres, mais il n'est pas plus intéressant que celui-là. Pourquoi? Parce que lui, il fait ce qu'on appelle du clustering par groupe. Alors, soit on fait ascendance hiérarchique ou descendance hiérarchique, mais c'est ascendance hiérarchique qui est le plus utilisé. Ça veut dire que j'ai un grand groupe. Je veux savoir qui sont, par exemple, vous êtes dans une classe. On va dire que dans votre classe, il y a une très grande disparité ou bien dispersion. Certains sont forts, certains sont très faibles, certains sont moyens. Comment je vais faire maintenant pour vous classer? Vous êtes un grand groupe et je vais commencer à vous séparer par... Vous tous, je vais vous séparer. Chacun de vous, c'est un groupe à part. Ça, c'est ma première répartition. Ma deuxième répartition, les gens qui ont, par exemple, 2 dans la classe vont se mettre ensemble. Ceux qui ont 20 vont se mettre ensemble. Donc, je fais ma deuxième répartition. Et ensuite, je vais faire ma troisième répartition. Ceux qui ont 2 et ceux qui ont 3 vont se mettre ensemble. Ceux qui ont 20 et ceux qui ont 19 vont se mettre ensemble, etc., jusqu'à ce que je forme mon plus grand groupe. Maintenant, je peux savoir les groupes qui sont faibles, les groupes qui sont moyens, les groupes qui sont forts. Maintenant, quand je vais commencer à faire les exposés dans la classe, je ne vais pas prendre quand même les forts seulement à part, ou bien les faibles à part. Je vais essayer de faire un mélange pour que tout le monde puisse profiter. Voilà. Et le dernier modèle, le plus puissant, la dernière génération, c'est le modèle de réseau de neurones. Là, il y en a plein. Mais je vous ai mis 3. Le perceptron, qui est le modèle de base, hein, le modèle de Rosenblatt, qui est très, très, très puissant, qui essaie tout simplement, parce que la différence entre machine learning et deep learning, c'est que dans le deep learning, il n'y a pas de l'intervention humaine. Le neural network, c'est comme si que l'ordinateur en cerveau, en fait, il est en train de réfléchir, parce que c'est le neurone, c'est qui te permet de réfléchir. C'est pour cela même on a ici ceux qui ont fait un peu de la science. On a le dendrite, le soma et les axiomes qui vous permettent de connecter les synapses pour pouvoir envoyer un signal à votre neurone pour savoir est-ce que c'est une photo ou c'est un être humain, est-ce que c'est un chien ou un chat. Donc, qu'est-ce qu'on a ici de façon très simple? On a les entrées, ça veut dire l'image décomposée. On a les paramètres d'apprentissage, on a la fonction la fonction d'agrégation et la fonction d'activation et la sortie qui vous permet de donner une information. La sortie, c'est l'output. Maintenant, ça, c'est le réseau de neurones de Rosenblatt qui est le perceptron. C'est le premier réseau de neurones qui a été fait après, bien sûr, Ebbs dans les années 1943. Et Rosenblatt a fait ça en 1947. Et ensuite, Hilton a repris ça en 1986, ce qu'on appelle le perceptron multicouche, qui est tout simplement multiplié à celui-là, parce que le réseau de neurones de Rosenblatt, son ajout, c'est tout simplement que les neurones n'apprenaient pas, et ensuite ils ont commencé à apprendre par rapport à ce que faisaient McCulloch et Pitt. Et ensuite, on a ça, c'est des réseaux de neurones, disons, classiques. Maintenant, il y a des réseaux de neurones qui nous permettent de faire quelque chose qui est extraordinaire, c'est analyser les images, par exemple. Ça aussi, une réduction dimensionnelle revient, ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels. C'est comment réduire la capacité de l'image en faisant des meilleures prédictions possibles. Ça veut dire la quantité en faisant une réduction dimensionnelle. Et là, on utilise les réseaux de neurones CNN. Maintenant, dans les séries temporelles, que vous connaissez sûrement les modèles Armand, Arima et compagnie,
il y a dans les modèles de deep learning des modèles très puissants qu'on appelle les modèles RNN ou le modèle LSTM, qui permettent de faire les meilleures prédictions, parce que les modèles ARMA que nous connaissons, tout ce qu'ils savent faire comme prédiction, c'est tout simplement des données structurées, telles que, par exemple, je veux savoir l'évolution du PIB dans le temps. Et du coup, là, ARMA ou ARIMA ou GARSU, je ne sais pas quoi, c'est bien faire ça. Ça peut donner des résultats assez intéressants. Mais par contre, si j'ai, par exemple, l'évolution, par exemple, quand vous écrivez un texte, là, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de faire des séries temporelles. Parce que le premier mot qui est écrit et le dernier mot est écrit, il y a une évolution. Et du coup, les modèles de LSM sont des modèles qui sont très, très puissants, qui peuvent résoudre un problème. Et quand, par exemple, je suis en train de parler depuis tout à l'heure, le premier mot que j'ai utilisé au début de la conférence, et jusqu'à maintenant, je suis en train de parler, ça fait 1 heure de temps, peut-être même plus, je ne sais pas. Et là, les modèles de LSTM savent analyser l'évolution de mes paroles, que ce soit en image, que ce soit en texte, que ce soit une variable structurée normale, ce qui est très, très, très puissant. Maintenant, la difficulté, c'est comment? Quand on utilise RNM, ce qu'on appelle short memory, ça veut dire que quand c'est quelque chose qui est normal, entre autres, vous êtes en train d'évoluer dans le temps, vous avez peut-être aujourd'hui 22 ans, 23 ans, 24 ans, mais sûrement vous avez oublié, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans votre vie que vous avez oublié. Donc, parce que votre mémoire ne retient que les événements les plus importants. Si on vous a tapé, je ne sais pas s'il y a eu un événement qui est, je ne sais pas quoi, dans votre vie, on vous a donné, je ne sais pas, une voiture ou quelque chose comme ça, et là, vous pouvez vous rappeler de cela, parce que c'est des événements marquants. Le problème, quand on utilise RNN, il ne prend pas en considération des événements passés qui sont passés pendant plusieurs années. Donc, LSTM essaie de résoudre ce problème-là. C'est pour cela qu'il a 3 gates, ce qu'on appelle forget gate, output gate et input gate, qui toutes ces informations qui vous permettent d'avoir les meilleurs résultats. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on risque de s'attarder. Maintenant, comment résoudre tout ce problème-là quand on a des données? Avant de faire la modélisation, il va falloir diviser, parce qu'on fait quand même de machine learning ou de l'analyse de données. On divise la base de données en phase d'entraînement et en phase de test. Mais aussi, on peut faire plusieurs divisions en utilisant ce qu'on appelle cross-validation. Ça veut dire, par exemple, moi, si je dis que je vais diviser ma base de données en 2 sous-ensembles, c'est que je peux prendre la partie la plus importante, je mets dans le test, et la partie la moins importante, je mets dans l'entraînement. Et du coup, là, il y a un problème de overfitting ou de underfitting. Et du coup, pour éviter tout ça, je fais du cross-validation. Ça veut dire que je vais faire beaucoup de mélanges pour donner la chance à mon algorithme de connaître toutes les variables ou bien toutes les valeurs côté test et côté entraînement pour avoir le meilleur résultat. Et ensuite, je vais faire une agrégation pour voir un résultat optimal. On peut aussi utiliser les paramètres chaining. Et ces paramètres-là, ça nous permet tout simplement d'ajuster les paramètres pour trouver les meilleurs résultats possibles. Alors, c'est fini, quasiment. Quels sont les logiciels les plus utilisés dans ce cas de figure? Le plus utilisé aujourd'hui, le champion, c'est Python. Mais il y a R qui est là. Et pour la visualisation, par contre, on a Power BI qui est champion. On a Stata, on a un tableau qui est très, très intéressant. Maintenant, pour la base de données relationnelle, on a SQL qui est très, 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 très bon. MySQL, SQL, qui est très, très bon, que vous pouvez utiliser. Il y a aussi Accessant qui existe depuis plusieurs années, qui peut être intéressant aussi. Mais on néglige Excel, mais qui est très bon. Ça, je ne vais pas trop commenter, mais c'est très important de retenir ça. Alors, les librairies. Bon, je vous ai dit que Python, c'est le champion. Donc, toutes les librairies que je vous présente ici, ce sont les librairies de Python. Alors, je vais faire vite. D'abord, quand on a une base de données, il va falloir la lire. Comment lire la base de données? En tout cas, aujourd'hui, Pandas est plus facile pour utiliser, pour faire la lecture de votre base de données sur votre Python. On peut utiliser, parfois aussi, on a besoin de fonctions mathématiques qui sont très, très complexes. On peut utiliser NumPy ou SciPy.
Et pour faire de la visualisation, on utilise Matplotlib ou Seaborn. Et maintenant, pour faire les modèles de machine learning ou de pre-processing, on utilise Scikit-Learn. Et pour faire du deep learning, on utilise Keras et TensorFlow ou PyPlot ou quelque chose comme ça. Et pour faire des NLP qui est les modèles de traitement des textes et tout ça, on utilise NLP, NLTK, quelque chose comme ça. En conclusion et perspective, alors qu'est-ce qu'on a retenu de tout ce qu'on a, parce que ça a pris beaucoup de temps, j'espère que vous n'êtes pas ennuyé du tout. Je vous fais un récapitulatif très rapide. Donc, on a parlé de l'importance de l'analyse de données dans divers domaines. Donc, bon, c'est vrai que je ne suis pas trop retardé sur ça, mais dans les premiers diapos, j'ai parlé un peu de marketing, de l'éducation, de santé, etc., même si je ne l'ai pas lu, mais c'était dans les diapos. Donc, on a parlé des fondamentaux, hein, donc avoir vraiment une idée de la collecte jusqu'à la modélisation. C'est très, très, très important, de la collecte des données, en passant par le nettoyage et compagnie. Utilisation des outils, des techniques, hein, les logiciels que je viens de noter tout à l'heure. Et ensuite, savoir tout simplement vendre son travail. Ça, c'est très, très important. Comment vendre son travail? Parce que faire un travail, c'est une très bonne chose, mais vendre en est une autre. Parce que vous pouvez faire des jolis graphiques, mais si vous ne pouvez pas les présenter, vous ne pouvez pas les vendre. Ça, c'est quelque chose qui est délicat. Alors, quelles sont les suggestions qu'on va donner ici? On dit exploration de données dans l'apprentissage automatique ou bien les pistes comme l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT, mais vous avez aussi Midjourney, vous avez Estancia. Il y a plein de modèles d'intelligence artificielle qui sont très, très intéressants. Allez explorer ça, allez chercher ça, c'est très intéressant, c'est des suggestions. Et vous aussi l'intégration des données non structurées, parce que là, je vous ai parlé un peu de deep learning, ce qu'on appelle les données non structurées. Les données non structurées sont des images, sont des textes et compagnie. Donc, vers aussi ce qu'on appelle approfondissement de l'analyse des réseaux de neurones, tout ce qui est dans les réseaux sociaux, faire du scrapping, utiliser et récupérer des données, parce que collecter des données, ce n'est pas aller seulement sur le terrain. Vous pouvez rester chez vous devant votre ordinateur, collecter des données. Si les réseaux sociaux, par exemple, vous partez sur un site internet, vous récupérez toutes les photos. Vous pouvez, par exemple, moi j'ai travaillé sur l'éducation dans l'Afrique australe et orientale. J'avais 2000 et quelques écoles où je n'avais pas les données GPS. Mais je suis resté dans ma chambre d'étudiant, j'ai récupéré toutes les données en utilisant l'API Google. Hein, parce qu'il y a des adresses qui existent, j'utilise les adresses et je récupère les API Google. Et le dernier point, c'est quelles sont les ressources qu'il faut utiliser pour approfondir votre connaissance. Donc, les livres spécialisés, il y en a plein. Si vous connaissez Z-Library, il y a plein de documents que vous pouvez récupérer. En tout cas, moi, j'en ai une tonne. Si vous voulez, je peux partager avec vous. Il y a des tutoriels, des cours en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Machine Learning. Le gars, il est très, très bon pour les francophones. Pour les anglophones, il y en a des tonnes qui sont très, très intéressants. Donc, lire des articles scientifiques sur des sites comme des sites de sciences de données, aller sur Kaggle, pour ceux qui connaissent Kaggle, allez là-bas, chercher des articles, prenez des notebooks, entraînez-vous, ou non, il y a des communautés aussi qui existent, qui sont vraiment très, très intéressées, qui sont très passionnés de ça, et pour avoir plus de connaissances. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Dr Abou Dieng, pour cette présentation magnifique. Et j'espère que les participants à cet appel ont pu bénéficier de votre de connaissances et votre expérience également. C'était vraiment très intéressant. Vous avez pu résumer pas mal de notions dans quelques slides. Donc, avant de prendre quelques questions, je vais céder la parole à mon collègue El-Mustafa, qui est le président du Data Club. Il va nous parler un petit peu plus. Mustafa. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Bonjour, les chers participants. J'espère que vous allez bien. Bon, en tant que président de l'ESP Data Club, je tiens à prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude envers notre enseignant, monsieur Abou Dieng. Bon. Je vous remercie
vous êtes, Monsieur Abdin, en tant qu'enseignant, chercheur à l'École supérieure polytechnique, vous avez contribué à façonner les trajectoires académiques de tout élève universitaire appartenant au groupe polytechnique, que ce soit statisticien ou élève ingénieur. Nous exprimons notre gratitude pour votre engagement, Elisabeth, à partager votre savoir, pour votre patience qui ne manque pas de motivation et d'encourage. Tous ceux qui ont le privilège d'assister à vos cours et vos sessions, votre impact va bien au-delà des connaissances que vous transmettez. Bon, vous inspirez à l'excellence, à la curiosité continuellement. Nous sommes tous reconnaissants pour cette session. Nous inspirons à avoir d'autres occasions d'apprendre et d'agrandir grâce à votre chance. Donc, MC en gros, je vous remercie au nom de tous participants à l'ESP Data Club. Merci beaucoup, Jidou. Merci pour les mots. Donc, merci. Nous allons prendre quelques questions. S'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser concernant la présentation ou bien sur tout ce qui concerne le data science, ou si c'est la chance parce que vous avez un expert devant vous, n'hésitez pas, levez la main juste et on vous donnera la parole, Inch'Allah. Alors, je vois que Dia a une question à poser. Monsieur Dia, on vous écoute. Allô, Dia. Salam alaikum. Bonsoir à tous, je vous salue. Je remercie également les porteurs de cette initiative. J'espère que c'est Data Club et PS, c'est ça? Oui, ESP. ESP, ok, ESP. Merci beaucoup pour la rectification. Je vous remercie. Je vous remercie également Moussa Aboudjen pour cette très belle exposition remplie de connaissances enrichissantes. Merci beaucoup. Moi, j'en ai deux questions. Premièrement, c'est sur le nettoyage des données, je pense, sur les valeurs omises ou bien le missing value. Est-ce que c'est nécessaire de le supprimer ou bien tout simplement il faut qu'on fait recours au ACP également comme une réduction de dimension afin d'interpréter nos résultats? Et deuxièmement, vous avez un peu mis l'accent sur AMC pour les variables qualitatives. Je voulais seulement que vous nous donniez une petite... vous nous faites la différence entre AFC et AMC. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Dia. Merci pour la question. En fait, pour les missing values, comme j'ai l'habitude de dire, supprimer les observations, c'est perdre de l'information. Alors que quand on est data analyst, ou bien quand on est même un statisticien simple, l'information, elle est très, très importante. Et supprimer, ce n'est pas une bonne solution, mais c'est l'une des solutions. Du coup, sauf que si tu n'arrives pas à trouver un moyen, alors qu'il y a beaucoup de moyens, tu peux remplacer les variables manquantes par la moyenne, par l'écart type, par plusieurs méthodes que j'ai notées, ou bien que j'ai dit ici dans ma présentation. Donc, supprimer les missing values, ce n'est pas possible. Alors, donc pour revenir à ta question, quelle est la différence entre peut-être ACP et AFC ou ACM, sachant que je n'ai pas beaucoup parlé de AFC. En fait, ce qu'il faut faire comme différence entre ces trois méthodes qui sont de l'analyse de données, l'ACP, ça concerne seulement les variables quantitatives. C'est important de noter ça. Ça concerne seulement les variables quantitatives. On fait une réduction dimensionnelle quand on a un problème de corrélation entre les différentes variables. Maintenant, quand on fait AFC, ça concerne deux variables qualitatives. On utilise ce qu'on appelle un tableau de contingence pour faire une réduction dimensionnelle en termes de modalité pour essayer de faciliter la visualisation. Donc, ça, c'est AFC, deux variables qualitatives. Maintenant, il y a ce qu'on appelle ACM.
on peut avoir plusieurs variables qualitatives. On a un problème aussi de dépendance entre les différentes variables. Et là aussi, pour faire une réduction dimensionnelle, on utilise cet algorithme qui est très, très puissant, qui est très utilisé, c'est le AFC. Non, ACM plutôt. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, merci, professeur. S'il y a parmi vous quelqu'un qui a une autre question. Je vois personne qui a déjà levé la main. Vous pouvez lever la main en cliquant sur l'icône main juste en bas. Ou bien vous pouvez écrire la question directement dans le chat, c'est comme ça le docteur Ouais, si pourra vous ne voulez pas parler, vous pouvez. Ouais. Ok, bon, j'espère que vous avez retenu quelque chose parce que ça a été en même temps long et rapide. C'était magnifique, vraiment. Je vois que Mika a une question. Mika, d'ailleurs, avait... Alors, Mika, on vous écoute. Salam alaikum tout le monde, comment vous allez? Wa alaykoum salam. C'était très excellent et c'était clair et bref, machallah. Merci. J'ai même l'habitude de voir votre logo là sur LinkedIn, mais bon, j'ai pas l'habitude de rentrer là-dedans, quoi. Bon, en fait, j'ai une question à propos des commits. Des commits, en général, j'ai pas... Bon, j'ai l'habitude d'utiliser les classifications hiérarchiques ascendantes. Ouais. Mais ce qui concerne les commits, bon, je ne l'ai jamais utilisé. Je vois les gens l'utiliser, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se cache là-dedans, les mécanismes, comment l'utiliser. Bon, disons que ce soit CAMIS, que ce soit classification hiérarchique ascendante, que ce soit DBSCAN, tous ces modèles-là, ce sont des modèles de machine learning non supervisé type clustering. Ça, c'est le premier point à noter. Maintenant, où se trouve la différence en fait? Où se trouve la différence? Parmi ces modèles-là, même si beaucoup de gens utilisent CAMINS est moins stable par rapport à ascendant hiérarchique et par rapport aussi au DBSCAN, les moins performants parce que le problème de CAMINS, que l'idée c'est avoir des clusters, mais le problème que les premiers clusters, c'est nous qui le donnons de façon très aléatoire. Donc, ça part d'une observation. Tu regardes bien ta visualisation, tu dis que voilà, ça doit être 4 clusters, et tu cliques 4 clusters, tu affectes, et ensuite, lui, l'algorithme commence à tourner jusqu'à optimiser par rapport à distance. Parce que quand tu prends le cluster, il y a ce qu'on appelle le centroïde, qui est le barycentre, qui n'est rien d'autre que l'inertie ou je ne sais pas quoi, l'individu moyen qui est au milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la distance entre tous les individus qui sont nearest neighbor, là, je sais pas, qui sont voisins, hein, qui sont voisins de cet individu. Plus on est proche de l'individu, plus on appartient au groupe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser la séparation des groupes et minimiser les groupes internes. Donc, ça veut dire qu'il va faire une minimisation intragroupe et une maximisation intergroupe. Donc, ça veut dire que tout individu qui est censé être dans le groupe doit être proche de l'individu moyen. Sachant que l'individu moyen, qui est le centroïde, c'est toi qui l'as fait de façon aléatoire du premier coup de façon aléatoire. Alors que DBSCAN, il n'y a pas ça. Alors que dans l'ascendance hiérarchique, c'est encore plus intéressant parce que tu essaies de regrouper des individus qui sont homogènes, qui se ressemblent un tout petit peu en fonction de la distance, jusqu'à optimiser, avoir le meilleur groupe possible. Mais qu'en moyen est assez intéressant, mais moins puissant par rapport aux autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. D'accord. Donc, professeur, ils avaient demandé qu'est-ce que veut dire la représentativité de l'échantillon. Représentativité de l'échantillon. La représentativité de l'échantillon, c'est très intéressant cette question. En fait, la représentativité de l'échantillon,
dépend de ce que vous êtes en train d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple très simple, classique. On est en train d'étudier la pauvreté en Mauritanie. Alors, on va se réveiller un jour, on va dire que voilà, Nouakchott, les gens, par exemple, moi je donne l'exemple de l'enquête de pauvreté de 2014, on dit que le taux de pauvreté à Nouakchott est de 9%. Et alors que le taux de pauvreté, je ne sais pas, dans le Brakna ou dans une autre localité, est de 40% ou de 30%. Mais ils sont basés sur quoi pour dire que la pauvreté à Mauritanie, non, à Nouakchott, est de 9%. Est-ce qu'ils sont pris en considération toutes les couches de la population de Nouakchott, ou bien ils sont venus tout simplement à Soukouk ou bien à Tevrakhzine pour faire les enquêtes? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la représentativité? C'est prendre toutes les couches de la population. Si je donne l'exemple ici, il va falloir que ce soit représentatif pour les pauvres, qui sont censés être pauvres. Vous partez à Kebamendas, ou vous partez, je ne sais pas, à Ribis ou je ne sais pas quoi. Donc, vous enquêtez l'ensemble de la population et ensuite faire sortir un résultat, ce qu'on appelle une représentativité. Quand on fait un échantillonnage, moi, je veux travailler sur les régions de la Mauritanie et je veux travailler sur l'éducation ou quelque chose comme ça. Donc, je vais faire, il y a plusieurs types d'échantillonnage. Ça peut être stratifié, ça peut être d'autres méthodes qui sont très, très, très simples. Donc, je vais voir par rapport à la concentration de la population. Les régions où il y a plus de population, je vais enquêter plus dans cette région-là. Donc, c'est beaucoup plus représentatif. Mais je ne peux pas me réveiller seulement au matin. Je dis que moi, je suis de Nouadhibou, donc je vais prendre plus de personnes à Nouadhibou par rapport à un autre village. Donc, ça, ce n'est pas représentatif. Donc, la représentativité, c'est essayer de faire un mélange de tout, selon le sexe, selon l'âge, selon les strates, selon. C'est ça ce qu'on appelle la représentativité. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas qui a posé cette question. D'accord. Je crois que Mohamed Ahmoud avait une question à poser. Oui. Oui, c'est ça. Bonsoir. Merci. Mhm. Mhm. Bon, il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des solutions. Et qu'on peut utiliser, moi, par exemple, quand je faisais ma formation, on utilisait Azure. Je ne sais pas si vous l'utilisez toujours ou pas. On utilisait Azure. Tout ce qu'on faisait sur Notebook simple, là, on le faisait sur Zipline. Zipline, ça s'appelle Zipline, hein, ou bien High Five, quelque chose comme ça. Et donc, c'est possible de faire ça. Mais le problème, c'est juste que la solution n'est pas durable. Et aussi, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Parce que, comme tu l'as bien dit que c'est payant, on avait 1 an, par exemple, gratuit. Mais pour avoir accès à la plateforme, pour pouvoir stocker les données, il fallait qu'on mette notre compte, le numéro de notre carte bancaire. Et ensuite, savoir exploiter ça. Maintenant, si tu n'es pas vigilant, tu vas oublier. Au bout d'1 an, ils vont récupérer ton argent. Mais si tu es très, très vigilant, quand tu finis ce que tu as à faire, tu désactives l'abonnement et tu récupères ta carte. Comme ça, il n'y aura pas de prélèvement. Donc, il n'y a pas une solution durable. Jusque-là, en tout cas, à ma connaissance. Mais il existe des solutions. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, d'autres questions? D'accord, il y a Mimouna qui a écrit un message. Mimouna Bar. Bon, comment peut-on gérer le problème de l'overfitting dans les modèles de machine learning? Quelles techniques ou méthodes préconisez-vous pour y remédier? Alors, Maïmouna, pour résoudre le problème de overfitting, je crois que j'en ai parlé peut-être brièvement. Le problème de overfitting est essentiellement lié à l'équilibre entre la variance et le biais. Donc, pour résoudre le problème de l'overfitting, il y a plusieurs façons.
Mais la façon la plus simple et la plus connue, c'est utiliser le modèle de régularisation. Donc, en utilisant lasso ou ridge, ça permet de résoudre le problème de overfitting. Alors, un autre problème qu'on peut trouver aussi, c'est jouer sur les paramètres, ce qu'on appelle les hyperparamètres. Parce que l'overfitting, souvent, ça peut être lié au niveau de split. Le split, ça veut dire la division des données. Par exemple, quand vous mettez random state égale 0, ça veut dire que vous avez donné tout simplement la liberté à l'ordinateur de faire la division comme elle veut. Prendre 20% ici, 80% ici, ou 30% ici, je ne sais pas où, quoi ici. Donc, il fait le machin tout seul. Maintenant, si tu lui donnes les ordres, tu mets random state égale 2, par exemple, il est obligé de faire des sauts et ensuite, il va faire un bon mélange pour avoir un très bon résultat. Tu peux utiliser aussi cross-validation. Ça veut dire que tu vas faire plusieurs k-fold. Tu mets k-fold égale 5. Ça veut dire qu'il va faire plusieurs mélanges. Il prend ici, il prend ici, il prend ici, il prend ici. Il fait plusieurs mélanges. Il fait le premier essai. Il prend ici encore, il prend ici pour le test et pour l'entraînement. Il fait le deuxième essai, etc., etc. Une fois qu'il finit, il utilise les 5 résultats, il prend la moyenne. Donc, ça, souvent, aussi, ça résout le problème de overfitting. Il y a aussi le grid search qui permet aussi d'optimiser les résultats. Et l'overfitting aussi peut être aussi lié à du learning rate, donc le taux d'apprentissage. Si le taux d'apprentissage il est très rapide, il est très faible, etc. Donc, tu peux jongler sur les hyperparamètres pour éviter ce problème de overfitting. Sinon, utiliser les modèles de Ridge qui sont très, très intéressants. Alors, il y a Mika qui lève la main. Ou Djarebe. Vas-y, Ahmed, vas-y, gère ça. Et j'espère que j'ai répondu à la question de Maïmouna. Maïmouna, c'est clair? Allez-y. Djarebe, vous pouvez poser votre question. Mika, comme il a déjà posé sa question, on va retrouver. On ne vous écoute pas vraiment, c'est pas clair. Si vous avez un problème au niveau du micro, vous pouvez écrire. Succès, on ne t'entend pas. Djarebe. Je pense qu'il faut écrire ta question. Vous pouvez écrire votre question. Alors, Mika, c'est ta chance. Vous pouvez vous poser votre question. Ok, merci. Thiago, moi, j'aimerais savoir, par exemple, dans le cas, là où, par exemple, on est en train de rechercher des données. Par exemple, le niveau des fleuves, par exemple. Il n'y a pas, par exemple, des données qui peuvent nous aider à les trouver. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres techniques qui peuvent nous aider avec l'intelligence artificielle ou bien, je ne sais pas. Oui, il y a des techniques. Ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore? En utilisant les drones là, les systèmes d'information géographique, les SIG. À partir de là, bien sûr, il faut aller sur le terrain. Et ce qu'on peut faire autre chose, c'est utiliser dans les modèles de l'économétrie spatiale, on a plusieurs types de données, ce qu'on appelle les données GPS ou de données de physique, ou bien dans les données physiques qu'on a, ou bien, comment on appelle ça encore en autre terme. Qu'est-ce que ça veut dire les données physiques en termes spatial? C'est que dans la map, la carte map que vous connaissez, hein, c'est connu les différents lacs, les différents fleuves dans le monde. Du coup, à partir de là, on peut faire de la récupération. Est-ce qu'il y a de l'eau au niveau de l'Europe? Est-ce que, par exemple, vous, peut-être qui est les gens qui sont les géographes ou bien les géologues, ils peuvent savoir les nappes phréatiques. Est-ce qu'il y a de l'eau ici ou est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ici? Ça, par contre, il va falloir utiliser d'autres systèmes qui ne sont pas des systèmes de machine learning classiques, mais avec l'intelligence artificielle associée à d'autres techniques comme ceux qui travaillent dans les SIG. Je pense que c'est possible, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Mais ça peut être intéressant à explorer. Alors, s'il y a une autre question. J'ai cru que j'ai vu la main de Mustafa, bien un autre participant. Succès a écrit son truc ou pas. Donc voilà, je vois comment gérer le problème de overfitting. Alors, est-ce
que les cours sont disponibles sur votre page YouTube? Oui, c'est enregistré d'ailleurs et ça sera publié plus tard, Inch'Allah. Ok. D'autres questions? D'accord. Alors, Mika, vous avez une question? Vous pouvez la poser. Oui, bon, moi, cette question, elle était, comment dirais-je, elle était tournée vers, j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, pour faire la data analyse, par exemple, pour les gens spécialisés en statistique, tout simplement les gens qui n'ont pas fait, par exemple, l'intelligence artificielle, seulement en statistique, est-ce que le logiciel R seulement leur suffit, ou bien encore il faudrait qu'ils puissent maîtriser encore le Python? Pour data analyse? Oui, data science. Bon, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Pour tout ce qui est data analyse, parce que dans quand même la hiérarchisation de tout ce qui est data analyse, data scientist ou data même ingénieur, il y a une différence entre les trois. Et R est très puissant, mais est limité sur certaines choses. Sur certaines, par exemple, pour faire des applications. Aujourd'hui, on a R Shiny qui est assez puissant. Mais moi, par exemple, quand je faisais ma formation en 2020, le truc, on utilisait Flask, des trucs pour faire des applications sur Python tranquille, sans problème. Mais R, on ne pouvait pas faire ça, par exemple, pour développer les applications de prédiction à partir de trucs. Donc, ça veut dire qu'il faut connecter ça avec d'autres trucs et que ce n'était pas possible, par exemple, d'associer Django ou d'autres logiciels à R, alors que c'était possible de faire ça sur Python. Alors que, aussi, avec Python, on peut marier Python avec SQL, par exemple, avec d'autres logiciels, mais R, ce n'était pas possible. Sauf que s'il y a eu des changements ces dernières années, parce que moi, je suis très, très Python. R, je le fais un tout petit peu, mais ce n'est pas ma tasse de thé, quoi. Mais pour dire que si c'est faire une analyse de données seulement simple, R, il est très puissant, surtout pour les méthodes factorielles, par exemple. Les méthodes factorielles, tout ce qui est analyse factorielle simple, ACM, AFC, c'est très, en utilisant seulement factor minor, tu as des résultats très rapidement, alors que sur Python, tu es obligé de plusieurs lignes de code. Donc R reste puissant, mais limité sur certaines choses. Très fort, très bien sur les statistiques, mais limité sur la programmation. Soldia se demande de Stata également, comme vous avez parlé de Python. Que pensez-vous de Stata? C'est qui parle de Stata là? Dia Sili. Dia. Bon, Stata est très intéressant sur plusieurs volets. Hein? Stata, le problème qu'il y a beaucoup d'institutions internationales qui refusent d'évoluer. Je ne sais pas si c'est parce que Python, c'est très compliqué pour eux, mais Stata reste toujours puissant. Hein? La seule différence entre Stata et les autres, sauf que Stata, même si on continue toujours à faire de craquer les données, non, le logiciel, c'est que Stata est payant. Et que ça coûte très, très cher. La licence de Stata, ça coûte très cher. Mais Stata peut faire plein de choses. Ce que les gens ne savent pas aussi, qu'on peut faire de la programmation sur Stata. Il faut faire de la programmation sur Stata en utilisant Mata. On peut créer des bases de données à partir de Stata qui est très, très, très puissant. Mais sauf que Stata ne peut pas faire plein de choses, ne peut pas créer des applications. La data vise Stata n'est pas du tout terrible par rapport à Power BI, par rapport au tableau, etc., mais Stata reste intéressant. Donc, professeur, vous avez parlé de web scrapping. Je voudrais savoir le web scrapping sur le plan légal. Est-ce que c'est légal ou pas? Et est-ce qu'on ne peut pas se trouver devant la justice lorsque... En fait, c'est comme si on est en train de voler les données des gens. Et il y a quelqu'un qui demande si vous avez une page, donc partagez la page avec Djerabé, je pense que c'était ça sa question. Web scrapping. Web scrapping, j'en ai parlé très rapidement.
pour récupérer les données, en fait, pour avoir les données, il y a plusieurs moyens d'avoir les données. Soit on fait de l'enquête, donc on est sur le terrain, on récupère les données. Soit on est dans notre chambre d'étudiants, on veut faire des choses encore beaucoup plus intéressantes. Maintenant, comment avoir les données? Il va falloir connaître les technologies, les librairies pour faire ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les API. Les API comme les API Google pour récupérer tout ce qui est adresse au niveau international, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez venir chez moi, je vous envoie la localisation, vous venez ici, donc je n'ai pas besoin de vous dire, vous virez à 500 mètres ou quelque chose comme ça. Et du coup, à partir de là, on peut récupérer, mais il va falloir créer un compte à partir de votre Google et pour récupérer les données. Mais faire un code Python qui est derrière, qui va vraiment faire une boucle et récupérer les données. Et ce qu'on peut faire autre chose aussi, c'est utiliser ce qu'on appelle d'autres méthodes de scrapping, les techniques comme Beautiful Soup ou Selenium, qui sont très, très puissants. Vous partez sur une page, hein, par exemple, vous voulez avoir les adresses des restaurants en workshop. Il suffit juste d'avoir, par exemple, une partie des listes ou quelque chose comme ça. Tout est maintenant googlé. Vous mettez en code Beautiful Soup ou Selenium et vous récupérez toutes les données en une fraction de seconde. Vous partez sur une page Internet, Facebook ou quelque chose comme ça, vous pouvez récupérer quasiment toutes les photos de la personne. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez à une personne, vous voulez récupérer ses photos depuis 1980, vous pouvez faire ça aussi avec web scrapping et c'est rapide et ça prend pas du temps. En moins de 5 minutes, vous avez toutes les données. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Oui, la question de Mika, oui, c'est disponible. Ces méthodes sont disponibles sur R. Parfait, donc je crois que la question de Mika sera la dernière. Et sur cela, nous allons vraiment remercier notre professeur, notre docteur Abou Dieng pour cette présentation qui est magnifique et qui a été très intéressante. Et pour ses réponses également et ses échanges fluides et très clairs. Merci d'avoir accepté notre invitation, cher professeur, et d'être ici avec nous. C'est vraiment un privilège, comme l'a dit monsieur le président. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, vous tous. Et je remercie le Data Club et je remercie aussi tous les gens qui sont connectés ici, qui soient de l'ESP, qui soient d'ailleurs. Parce que moi, j'ai regardé un peu la liste de ceux qui sont présents. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens, parce que moi, j'ai des étudiants aussi à l'étranger et qui sont ici intéressés, qui sont connectés ici. Donc, donc ici, vous avez un panel de gens qui sont de partout. Il y en a qui sont au Canada, d'autres en France, au Togo, au Sénégal, un peu partout. Et je vous remercie, vous tous. Et c'est intéressant ce genre d'événement. En tout cas, moi, je reste disponible pour partager, si j'ai des choses à partager avec vous. Je reste disponible. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Et nous espérons vous retrouver dans le futur proche, Inch'Allah. Allez, donc, pour tout le monde, Inch'Allah, demain. Et pour ceux qui sont dans l'appel, je voudrais juste mentionner que pour rester branché dans des activités du club, vous pouvez consulter la page LinkedIn du club, c'est ESP Data Club, ou bien nous avons également une page sur Facebook et une sur TikTok, YouTube, là où nous allons poster de la conférence, ou bien le séminaire qui a été, que nous allons terminer actuellement. Donc, merci pour être là et nous espérons vous retrouver également très prochainement, Inch'Allah. Merci pour tout le monde.